Commission européenne a proposé 3 mesures en 2011. La diversification des cultures, le maintien d'un certain pourcentage de prairies permanentes et la mise en place ou le maintien de 7% de zones d'intérêt écologique dans les exploitations. Ces 3 mesures finalement ont été maintenues, ont été approuvées par le Conseil et le Parlement européen en 2013, mais avec certaines adaptations. Il y a des dispenses prévues pour les exploitations herbagères, donc qui ne doivent pas respecter certaines obligations de diversification des cultures et de surface d'intérêt écologique. Le maintien des prairies permanentes, la Commission proposait que ce soit au niveau de chaque exploitation. Finalement, il sera possible qu'on calcule ça au niveau de tous les agriculteurs d'une région. Et enfin, pour les surfaces d'intérêt écologique, la Commission proposait 7% dès 2015. Finalement, ce sera 5% en 2015, peut-être après évaluation 7% en 2018. Et en plus, la liste des surfaces qui peuvent être prises en compte comme surfaces d'intérêt écologique sera beaucoup plus large que ce qui avait été proposé initialement par la Commission. On y inclut finalement des éléments également productifs, comme le protéagineux, le taillé à courte rotation ou le couvert hivernal. Il reste que le budget est en forte diminution, particulièrement en Belgique, et donc ce sont quand même des contraintes supplémentaires, en plus avec quand même pas mal de complexité. Un petit rappel, l'agriculture wallonne est caractérisée par ces 3 grands piliers. Production de viande, production de lait et les grandes cultures. Alors quand on voit le verdissement il impacte ces 3 piliers, mais à des degrés divers. Et à la lecture finalement des actes européens en 2011, on s'est très vite rendu compte que certaines exploitations seraient plus impactées que d'autres. Là, je prends comme exemple une exploitation laitière du pays de Herve, ou une exploitation laitière de l'Ardenne ou de la Gaume. Ces exploitations sont caractérisées par un grand pourcentage de prairies permanentes, des terres arables sur lesquelles on peut cultiver du maïs, quasiment que du maïs. Donc si on doit obliger à une diversification, ces exploitations-là seront bloquées. Donc dans les négociations, la région wallonne et la Belgique et d'autres États membres se sont mis ensemble pour essayer de pousser la Commission à modifier, disons, les textes. Et c'est comme ça qu'on arrive maintenant à des dérogations. Donc ça veut dire que ces exploitations-là, si elles font moins de 30 hectares de terres arables, et plus de 75% de superficie en prairie permanente, elles ne devront pas faire la diversification. Donc là, je pense que c'est un plus pour ces exploitations. Mais concernant les grandes cultures, elles sont impactées par 2 points du verdissement. Donc c'est la diversification des cultures sur la terre arable, et aussi l'obligation de mise en place de 5% d'équivalent surface interécologique sur cette terre arable. Donc là, l'agriculteur a à sa disposition toute une boîte à outils, sur les outils verts. Donc la région a défendu d'avoir le maximum de possibilités, donc le maximum d'outils, donc la boîte est bien fournie. L'agriculteur peut aussi combiner plusieurs de ces outils. Bon, ce qui est important à dire aussi ici, c'est que les négociations actuelles ne sont pas toutes définitivement clôturées. Bon, les actes de base, les actes délégués ont été approuvés, et maintenant dans la mise en application, on se rend compte aussi qu'il faut aller beaucoup plus loin, donc l'État membre a une certaine marge de manœuvre. Si je prends la couverture hivernale, l'acte délégué dit on doit planter, on doit semer, disons, pour le 1er octobre, un mélange de 2 espèces. Bon, nous, à la région, qu'est-ce qu'on a proposé? On peut semer à partir du 1er juillet jusqu'au 30 octobre. Le mélange, c'est obligatoire. Par contre, au niveau de la date de destruction, nous, on doit mettre la culture en place pendant 3 mois. Par contre, si on prend en région flamande ou en Allemagne, l'agriculteur ne peut pas détruire son couvert avant le 15 février. Donc là, je pense que pour les agriculteurs, c'est quand même un grand plus. Le verdissement, même s'il peut être ressenti comme une contrainte par la plupart des agriculteurs, peut aussi aider à notamment répondre à certains objectifs comme tout ce qui est lié au plan de gestion durable de l'azote, moyennant des petites modifications en ce qui concerne les couvertures du sol, à des contraintes qui sont liées au fait que l'agriculteur à l'heure actuelle est à la recherche de ressources alternatives en protéines, et donc les cultures de protéagineux, la culture de luzerne qui est permise dans ces SIE, me semble quelque chose de fort intéressant pour l'avenir finalement de notre production agricole, en plus d'être, je dirais, pour la perception que le milieu non agricole a de l'activité agricole, une opportunité, cette biodiversité, bien sûr. Le ministre conseille aux agriculteurs de se poser les bonnes questions. Au 1er janvier 2015, d'abord, suis-je vert d'office? Dans ce cas-là, c'est très simple, il n'y a pas de conditions de verdissement compliquées. Suis-je vert pour certaines choses, de par mon taux de prairie permanente ou pour d'autres raisons? C'est vraiment la première question à se poser. La seconde, c'est au sein de ma ferme, quelles sont les pratiques les plus faciles à mettre en œuvre pour répondre aux 5% de verdissement ici en 2015, sachant qu'il y a déjà beaucoup d'autres
les nouvelles législations à mettre en œuvre, ne prenons pas un critère trop compliqué dès début 2015 pour les surfaces d'intérêt écologique. Et ensuite, si l'agriculteur a aussi d'autres mesures agri-environnementales, fin juin, quand le POEDR sera adopté officiellement, nous le conseillons de revoir sa gamme complète de mesures agro-environnementales pour voir ce qui correspond mieux sur le moyen terme à sa ferme. Les législations sont en quelque sorte mal écrites. Je pourrais vous parler de tout ce qui est culture intermédiaire, piège à nitrate, de couverts végétaux que les agriculteurs doivent mettre après la moisson. Je pourrais vous parler des locaux de stockage des produits phytopharmaceutiques, mais je vais plus me concentrer sur ce qu'on appelle les bandes tampons. Donc bandes tampons qu'un agriculteur doit respecter le long des cours d'eau. Eh bien, ces bandes tampons, en fait, elles sont réglementées par toute une série de législations, des législations qui sont relatives à tout ce qui est produits phytopharmaceutiques, avec des obligations fédérales, des obligations régionales, également des législations qui concernent la gestion de l'azote, donc du nitrate en agriculture. Et là aussi, c'est une législation qui vient s'additionner aux deux premières. Et alors, il y a un aspect conditionnalité où l'agriculteur doit respecter également des zones tampons au niveau de la conditionnalité. Et si vous mettez toutes ces législations les unes avec les autres, eh bien, vous vous retrouvez avec des choses qui, sur les terrains, sont difficilement applicables parce qu'il y en a qui vont dans un sens, d'autres dans l'autre, avec des définitions de ce qu'on appelle haute surface qui sont différentes, avec des définitions de l'azote qui sont différentes d'une à l'autre, avec une définition des phytos qui sont différentes. Et donc l'agriculteur s'y perd et en cas de contrôle, le risque d'avoir une pénalité est important.